il y avait également les politiques avec Ben Khadda, Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre. Donc en fait, il y avait à peu près combien de pôles, c'est-à-dire de forces représentatives qui pouvaient s'affronter à ce moment-là, en 1961, lorsque le GPRA, le deuxième GPRA, se met en place? Non, je crois que lorsque les choses se sont décomptées, on peut considérer qu'il y avait deux forces. Il y avait l'état-major général de l'armée qui était appuyé par Ben Bella, hein, c'était le porte-drapeau. Je pense d'ailleurs que sans Ben Bella, il n'aurait pas eu la partie facile. Et il n'était pas dit du moins qu'ils triompheraient de leurs adversaires, malgré les forces dont ils disposaient. Et il y avait de l'autre côté un certain nombre de wilayas, particulièrement la 2 et la 3, qui suivaient l'alliance Krim-Boudiaf. Alors, au centre, des gens qui... l'état-major avait réussi à se rallier grâce à Ben Bella. Hein. La wilaya 1 avec Zbiri, c'est-à-dire les Ores, les Mencha, et la wilaya 6 qui en fait n'avait pas l'importance qu'on lui prêtait. C'est une wilaya qui vraiment a pris des proportions après le cessez-le-feu. Lorsque la commission de cessez-le-feu a été interrogée, a été pour mettre en contact les protagonistes français et algériens, il y a un officier français qui a dit: tiens, on ne les a jamais vus. La wilaya 6 s'est constituée essentiellement comme force, parce qu'il y avait toujours des noyaux, mais comme force, elle s'est constituée après l'indépendance. Donc il y a eu le ralliement de Ben Bella d'abord, enfin si on est schématique évidemment, celui de Abbès ensuite, lui donne quand même deux assises politiques quand même très importantes, à la veille de l'indépendance. Du point de vue aussi bien du point de vue de l'opinion nationale qu'internationale, c'est le rayonnement de Abbès et de Ben Bella a été décisif dans la montée comme force de l'état-major. Fin mai se tient à Tripoli, en Libye, un congrès réunissant tous les membres du Conseil national de la Révolution algérienne. Il s'agit à la fois de ratifier les accords d'Évian et d'établir un programme de gouvernement. Le programme a servi à donner une légitimité au groupe qu'il a accepté, c'est-à-dire à Ben Bella. Mais en réalité, il était plus important de savoir ce que chacun pensait et ce que chacun prévoyait pour l'avenir de l'Algérie indépendamment de ce programme. Tu as participé à la rédaction du procès-verbal ou du programme de Tripoli? Le programme de Tripoli, c'est moi qui ai rédigé toute la partie sociale et économique du programme. Ben Yahya nous devions le faire à deux, Ben Yahya et moi. Mais Ben Yahya était malade et donc c'est moi qui ai assumé seul la rédaction de cette partie. Elle a été après soumise à la commission. Mais en gros, la commission n'a pas changé grand-chose, même sur un point qui était contesté dans les débats en coulisses, à savoir la participation des paysans à tous les organismes qui devaient s'occuper de la réforme agraire, etc. C'était déjà à l'état embryonnaire l'idée de comité de gestion. Rétrospectivement, cette plateforme idéologique de Tripoli sur la question paysanne, la réforme agraire ou l'industrialisation, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Enfin, moi, je pense que c'était l'air du temps. Enfin, je pense que c'était très réaliste. Ce qui n'a pas été réaliste, c'est de ne pas envisager la question agraire comme une question qui mettait en cause la propriété européenne et la propriété algérienne. Et parce que il y avait la propriété européenne ne permettait pas d'intégrer l'ensemble du monde rural au circuit agraire, tu vois.
Et en ne faisant pas la réforme agraire d'une manière globale, on a permis que restent en l'état 2 secteurs. Et quand il y a eu, les Européens sont partis, la pression du monde sans travail s'est exercée essentiellement sur le secteur européen. Et donc on a vu des entreprises rurales tripler et quelquefois quadrupler leur effectif. Elles n'étaient plus... c'était des entreprises de recasement. Elles ne fonctionnaient plus selon des critères strictement économiques, mais selon des critères politiques. Est-ce que la signature des accords d'Évian en mars 60, enfin le 18 mars 62 a pu constituer un point de clivage politique? Je crois qu'on a accordé à cette question plus d'importance qu'elle n'en avait. Lorsque le GPRA a décidé de signer les accords, les gens qui étaient en prison, Bembella, etc., qui après ont soulevé quelques objections et tout, étaient plus pressés pour la signature des accords que beaucoup de gens, que certains ministres au sein du gouvernement. Et surtout les experts comme Ben Yahya et Reda Malek avec Dahleb qui négociaient très dur. Donc il n'y avait pas de clivage. Il n'y avait pas de vrai clivage, ce n'est pas vrai. Et Ahmed Bouda, qui était à l'époque responsable de la mission de Tripoli, est allé voir, de la part du gouvernement, est allé voir Boumedienne, pour lui demander ce qu'il comptait faire. Et Boumedienne, avec l'état-major et puis un autre officier de la Wilaya 5, avait voté contre les accords. Sa réponse a été très claire. Nous n'apprécions pas ces accords, je dirai plus tard pourquoi ils ne les appréciaient pas, mais nous les appliquerons. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes responsables. Alors pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec ces accords? Alors, ils n'étaient pas d'accord avec ces accords, et pour une raison très simple, c'est que les accords prévoyaient la formation d'une force locale de 40 000 hommes qui était évidemment une force militaire et qui, s'ajoutant à la force des wilayas, pouvait marginaliser l'armée extérieure. C'était en fait, le vrai problème, c'est celui-là. Ils avaient des objections débordées, ils trouvaient que les bases militaires, etc., tout ça, ce n'était pas convenable, mais ils savaient très bien qu'ils devaient passer par là s'ils avaient été les négociateurs. Donc le vrai problème, c'est celui de la force militaire. Ils voulaient garder le monopole de la force militaire. Donc dans cette discussion, rien sur la minorité européenne, sur cette question de la nationalité, citoyenneté? Non, ça n'a pas fait l'objet de grands échanges, d'autant plus que les accords d'Évian sur beaucoup de points étaient ouverts. Par exemple, sur la question de du transfert de la grosse propriété, les accords étaient ouverts et ça, tout le monde le savait. Donc ce qui fait que, par exemple, lorsque les Pieds Noirs ont décidé de partir en masse, ça a été quand même une grande surprise pour la plupart de ceux qui avaient été les acteurs essentiels de toute cette période, non? C'est-à-dire que l'idée de la cohabitation, pour les uns, il y avait des calculs. Par exemple, chez un Farhat Abbas ou d'autres forces à l'intérieur du GPRA, avec les Européens, le monopole politique était exclu du FLN et donc ils pouvaient reprendre leur liberté petit à petit. Et il y en avait d'autres qui estimaient que le rapport de force ne permettait pas qu'on réfléchisse autrement. Mais dans le peuple, les choses se passaient d'une autre manière. Dans la conscience populaire, ils sont venus, ils repartiront. Ça accrédite quand même le mot d'ordre, la valise ou le cercueil quand même. Ce mot d'ordre, disons pour une partie des Algériens, avait des fondements. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé.
quand les partis politiques refusaient